Donc je vais me présenter, je m'appelle Jérémy Martinez, je suis développeur Android depuis un peu plus de 4 ans. Je travaillais chez Xebia jusqu'à la semaine dernière et là je commence chez Capitaine Train la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur le blog que je viens de redémarrer. Voilà. Aujourd'hui on va arrêter de parler de moi, on va parler de Dagger. Donc déjà une petite question, qui connaît Dagger? C'est pas mal. Qui l'a déjà mis en place dans une de ses applications? Il y en a un peu moins. Ok. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter Dagger, mais je vais vous présenter aussi. On va commencer par l'injection de dépendance. L'idée, c'est pourquoi on fait de l'injection de dépendance, comment ça se passe. Ensuite, je vais vous parler de toute la partie historique, de comment on en est arrivé à créer un outil comme Dagger. Enfin, on va parler du coup de l'API. On va faire un petit live coding pour que je vous montre un peu comment ça marche. Ça va vous donner une petite image un peu de comment ça fonctionne internement, à l'interne, on va dire, dans Dagger, les internals, et on finira par des problématiques un peu plus avancées autour de Dagger. Donc, on va commencer par l'inversion of control. Donc, l'inversion of control, c'est un pattern de développement. Tout simplement, la meilleure définition qu'on peut lui donner, c'est le principe Hollywood. Don't call us, we'll call you. Ça vient des années, on va dire, où il y avait énormément à Hollywood d'acteurs qui cherchaient du boulot. Et donc, les directeurs, tout ça, ont été obligés de leur dire « Arrêtez de nous appeler, c'est nous qui vous appellerons ». Donc, comment ça se traduit au niveau du code? En fait, c'est tout simple. L'idée derrière, en fait, c'est que ça ne soit pas vous d'instancier vos objets, mais que vous déléguiez ça au framework. Donc, en fait, ça soit le framework qui soit maître, en fait, de votre création d'objets et que ça soit lui qui vous donne les bonnes instances au bon moment. Donc, pourquoi je vous parle de l'inversion of control? Tout simplement parce qu'en fait, l'implémentation en objet de l'inversion of control, c'est l'injection de dépendance. Donc, l'injection de dépendance, en Java, ça se traduit par une norme, c'est la JSR 330. Donc, je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est une JSR. L'idée, en fait, c'est de pouvoir regrouper un peu tout ce qui tourne autour de l'injection de dépendance en un seul document, et du coup, pouvoir valider, en fait, que les frameworks vont le respecter, et ce genre de choses. Donc la JSR 330, elle a été leadée par 2 personnes. Le premier, c'est Rod Johnson, qui est le créateur de Spring, donc un des plus gros frameworks d'injection de dépendance qui existe sur le monde Java. Et le deuxième, c'est Bob Lee, qui est le créateur de Juice, qui est l'autre gros framework d'injection de dépendance au sein de la communauté Java. Donc maintenant, pourquoi on fait de l'injection de dépendance? Donc l'injection de dépendance, pour moi, sa meilleure raison pour en faire, c'est en fait, ça va nous obliger à respecter le Single Responsibility Principle. Une fois qu'en fait vous allez respecter ce principe, en fait, vous allez vous forcer à avoir un meilleur découpage de vos classes. Vous allez du coup, quand vous allez mettre de l'injection de dépendance, ça va vous sauter aux yeux, par exemple, qu'une classe a trop de responsabilités parce qu'elle a trop de dépendance, ou qu'une classe n'en a pas assez et que finalement elle est presque inutile et vous pourriez la merger avec une autre. Donc, qui dit un meilleur découpage dit aussi, ça va être plus facilement testable. Vous allez obtenir du coup une meilleure maintenabilité, c'est assez simple, une meilleure réutilisabilité aussi. Tout simplement, à partir du moment où vous arrivez dans une classe et elle a une seule responsabilité, c'est vachement plus clair sur ce qu'elle fait, sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec, comment vous allez pouvoir la tester, comment vous allez pouvoir la réutiliser dans une autre partie de votre application. Et en fait, tout ça, ça tend vers une seule chose, c'est la qualité de votre code. Donc moi, d'expérience, je sais qu'à partir du moment où je mets de l'injection de dépendance dans une application, j'ai l'impression que mon application, en qualité de code, elle gagne vraiment. Elle est vraiment mieux découpée, elle est vraiment plus compréhensible par tous les nouveaux développeurs qui arrivent et qui développent avec moi. Maintenant qu'on a vu du coup un petit peu pourquoi on avait fait de l'injection de dépendance, l'idée c'est que je vous explique comment on en est arrivé à créer un outil comme Dagger. Donc Dagger c'est assez simple, ça part d'un constat, il y avait plusieurs problèmes. Donc quand je parle de plusieurs problèmes, c'est plusieurs problèmes avec les solutions qu'on avait avant, donc à savoir Juice ou Spring. C'était difficilement utilisable sur Android pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'il y avait encore beaucoup de boilerplate. Donc le boilerplate, ça se traduit par exemple, Spring est longtemps resté reposé sur du XML pour gérer vos bins. C'est de moins en moins le cas, mais du coup, ça faisait encore beaucoup de choses à faire pour simplement faire l'injection de dépendance. Le deuxième, c'était lent. Alors lent, ça veut tout et rien dire. Lent, c'était juste à l'ordre d'un système comme Android, où on a des contraintes en termes de place, en termes de mémoire, en termes de vitesse. Donc c'était lent à l'initialisation et aussi à l'injection. Ensuite, c'était aussi lourd. Donc lourd en mémoire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'objets chargés pour faire marcher l'injection de dépendance. Et aussi, au sein de l'APK, c'était quand même des gros jars. Et quand vous embarquez ça dans votre binaire, on sait tous que c'est plus compliqué du coup après à le distribuer. On essaye d'avoir des binaires, les APK les plus
réduit possible. Donc c'est aussi un des problèmes qu'ils ont entraîné. Et enfin, ça fail au runtime. Donc on a tous entendu parler du fail fast. L'idée c'est de pouvoir failer au plus tôt pour pouvoir corriger au plus tôt. On gagne on va être un peu plus, on va dire, en itération, on va aller beaucoup plus vite. Donc l'idée c'est de pouvoir failer un peu plus tôt. Et donc finalement, basé sur ces problèmes, de quoi on a besoin. Donc ça c'est le but de ce slide-là justement, c'est de quoi on a besoin. On a besoin d'avoir aucun impact. Donc aucun impact, ça implique aucun impact en termes de mémoire, ça implique aucun impact en termes de vitesse. Ça implique en fait que le code soit finalement qu'il y ait le moins d'impact sur notre application, parce que sinon, il n'y a pas de raison d'utiliser une librairie. Ensuite, on veut de l'analyse le plus statique possible. L'idée, en fait, c'est que si cette analyse elle est faite statiquement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir valider votre graphe d'injection de dépendance au plus tôt, et donc avoir finalement le moins de parties au runtime. Qui dit moins de parties au runtime, c'est-à-dire pas d'introspection. Il y a eu des moments sur Android, l'introspection, c'était pas trop ça va de mieux en mieux, mais de toute façon, c'est toujours à éviter de manière générale, parce que c'est moins prédictif, et c'est plus difficile aussi à s'y retrouver. Donc l'idée, voilà, c'était d'éviter l'introspection. Et enfin, comme je vous disais, on veut du fail fast, tout simplement, parce que on veut pouvoir savoir au plus tôt pour pouvoir corriger au plus tôt. Il y a quelques retardataires, la keynote était un peu plus longue. Donc, on en est arrivé à créer un outil comme Dagger. Donc Dagger, ça veut dire une chose. En fait, quand vous allez vous retrouver à faire votre injection de dépendance, vous allez faire un graphe. Et en fait, Dagger, ça veut dire Directed Acyclic Graph. Dagger pour finalement le fait de faire ce graphe-là. Mais donc l'idée, en fait, c'est que, voilà, c'est là d'où ça vient le nom, et tout est basé autour des graphes. Dagger 1, donc, quand je dis Dagger, de manière générale, dans cette présentation, je ne l'ai peut-être pas précisé, je parle de Dagger 2. Quand je ferai référence à Dagger 1, je dirai toujours le 1. Voilà. Donc ça a été créé en 2012 par Jesse Wilson, qui est un des gros contributeurs sur Juice, notamment là, sur la version 2. Ça a été encadré par Bob Lee, qui est le créateur de Juice, comme je disais, donc un des leads de la JSR 330, qui était un des gros contributeurs Guava et qui était aussi l'ancien CTO de Square. Donc je pense qu'ici dans la salle, on a tous au moins utilisé une fois une librairie de Square. Je pense qu'on est même quasiment obligé à l'heure actuelle. Donc ça nous montre un petit peu aussi que ce projet a été fait par des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Ça a été ouvert en mai 2013 et sa dernière version, ça date de juillet 2014, c'est la 1.2.2. De ce que je sais, ils sont toujours ouverts au fait de faire maintenir cette version-là Dagger 1 au fur et à mesure, en attendant et donc de vivre un peu à côté de la version 2. On va dresser maintenant un bilan. Donc finalement, qu'est-ce que ça a donné Dagger 1 ? Du coup, c'était rapide et facile, ça c'est cool. C'était compatible avec la JSR 330, encore plutôt bon. C'était utilisable sur Android, c'est ce qu'on attendait. C'était basé sur la notation processing, donc ça veut dire qu'il y avait énormément de choses qui étaient faites au compile time, donc par de la génération de code. Donc on avait de moins en moins de runtime, donc on pouvait vraiment tendre vers quelque chose qui était du fail fast. Et enfin, ça a été aussi ouvert à toute la communauté Java, donc qui dit ouvert à toute la communauté Java dit beaucoup plus d'utilisateurs, donc beaucoup plus de mainteneurs aussi, et donc un projet qui vit un petit peu mieux. Par contre, il y avait encore quelques problèmes. Le principal, c'était de l'introspection. Il y avait encore introspection, mais uniquement sur les classes. Donc, il faisait des classes for name, tout simplement. Ensuite, c'était pas totalement au compile time. Il y avait encore une partie qui était faite au runtime. Et donc, on avait du coup une analyse de notre graphe qui n'était pas totalement statique. Et enfin, si vous l'avez déjà essayé, c'était moyen avec ProGuard, tout simplement parce que ProGuard passait après la génération de code et pointait vers des classes qu'ils avaient déjà renommées grâce à l'obfuscation. Donc, en fait, ça ne marchait pas toujours au top. Donc on est arrivé à Dagger 2, voilà. Donc Dagger 2, c'est quoi? Ça a été repris par la Java Core Libraries Team à Google. Ça a été assisté par Square, donc ils sont restés un petit peu dans les petits papiers, même si c'est de moins en moins le cas. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins la possibilité de voir à peu près ce qui se passe sous le capot dans Dagger 2. Ça a été release en avril 2015. Et en fait, son vrai but, c'est tout simplement de résoudre l'ensemble des problématiques que j'ai évoquées, qu'on avait avec Dagger 1. Donc c'était vraiment franchir le prochain step de corriger, itérer et améliorer. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair sur pourquoi on en est arrivé à Dagger. Maintenant, je vais vous présenter l'API. Vous allez voir que l'API, ça tient en une slide et c'est très très simple. Donc, tout d'abord, il faut pouvoir fournir des dépendances. Pour fournir des dépendances, on se base sur deux annotations, le add_provides et le add_module. Donc le add_module, l'idée derrière, c'est que le add_module, c'est tout simplement un ensemble de add_provides. L'idée, c'est qu'on peut, via là, fournir l'ensemble de nos dépendances qui sont toutes annotées par add_provides. Ensuite, on doit demander des dépendances. Donc pour demander des dépendances, on passe par le add_inject, pas de souci. Et enfin, il faut pouvoir faire ce lien entre, finalement, on a un fournisseur, on a un client, il faut pouvoir faire ce lien entre les deux, un intermédiaire, et ça, c'est le component.
Pour ceux qui utilisent Dagger 1, c'est l'équivalent de l'objet graph finalement. Un component, c'est juste un mini-objet graph. Donc en fait, le but, du coup, voilà, c'est de lier les modules et les injections. Et enfin, une dernière partie de l'API qui est intéressante et qu'on va utiliser dans le live coding après, c'est que c'est pour implémenter un pattern singleton, tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est de faire une annotation add singleton sur la classe qu'on vise. Donc on va passer maintenant aux 3 formes d'injection. Donc je l'ai fait sous forme de podium tout simplement parce que je trouve qu'il y en a certaines qui sont à privilégier par rapport à d'autres. Donc celle que je privilégie moi par défaut, c'est le constructeur. Ça a plusieurs intérêts, donc voilà à quoi ça ressemble quand on met lat-inject sur le constructeur. Le premier, c'est qu'on est sur des classes qui sont private, sur un field qui est private. Donc si on est sur un field qui est private, l'avantage c'est que du coup on respecte le principe d'encapsulation. En plus de ça, ce field il est final, donc il est possiblement final. Donc en fait, on va commencer à jouer avec des fields qui vont être immutables, donc on n'aura pas de surprise au runtime sur est-ce que cette valeur-là a changé, des choses comme ça. Et enfin, quand on veut se repérer un peu dans notre code et voir par exemple que l'API Manager, de quoi ça dépend, tout ce que j'ai à regarder, c'est les paramètres de mon constructeur. C'est quand même vachement plus simple. La deuxième chose, c'est par field. Donc par field, ça ressemble à ça. Donc on injecte directement sur le field. Donc là, on peut voir plusieurs choses. On a perdu le private, on a perdu le final. Forcément, on ne veut pas passer par l'introspection, donc il faut qu'on ait accès à ce champ-là. Pour avoir accès à ce champ-là, il faut lui donner au moins un package default. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a perdu le principe d'encapsulation qui est un peu perdu du coup. Mais par contre, on va avoir nos lat-inject qui seront tous au même endroit, on va pouvoir s'y repérer facilement. Ça, globalement, c'est quand même plutôt pas mal. Et en fait, si vous voulez, c'est la deuxième solution. Moi, je pense qu'il faut privilégier le constructeur. Si c'est pas possible, on privilégie le field. Et il y a un cas tout classique en Android, c'est l'activité. On ne maîtrise pas le constructeur, donc il faut forcément qu'on injecte sur le field. Et le dernier, c'est setter. Donc ça existe historiquement, ça ressemblerait à ça. Mais en fait, on ne va pas trop en parler parce que, en fait, tout simplement, c'est pas supporté par Dagger. Voilà, c'est pas une bonne pratique de manière générale. De toute façon, sur le setter, on se retrouve avec des endroits dans la classe où on n'est pas bon. Et donc voilà, l'idée, c'est justement de ne pas le supporter. Voilà, donc on va passer à un petit live coding. Donc l'idée de ce live coding, vous allez voir, c'est assez rapide. C'est que je vous montre un peu comment on peut mettre rapidement Dagger en place. Et aussi comment ça fonctionne en dessous. Parce que derrière, ça génère du code. À quoi ressemble ce code, comment il fonctionne. Donc je vais vous montrer juste, j'ai fait une petite application pour ce coup. Donc voilà, donc en fait, c'est très très simple. C'est pas très très beau non plus. L'idée, c'est juste que je puisse vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc mon application, ça a une activité qui est la liste des speakers de la DroidCon actuellement, c'est que les logins. Quand je clique sur un speaker, voilà, par exemple, voilà, Quentin, on se retrouve du coup à avoir sa photo, son nom en entier que je suis allé prendre depuis le serveur, et le talk donc, sur lequel il travaille. On peut en prendre plusieurs, voilà, Thomas, c'est pareil. Donc, c'est tout ce que fait l'application. Voilà, on l'a gardé simple, comme ça je vais pouvoir vous montrer à peu près rien. Donc ça tape sur un petit serveur que j'ai aussi fait en Dagger 2, du coup pour l'occasion, et voilà, ça marche pas trop mal. Donc, la première chose à faire quand on veut faire Dagger, et je pense que c'est une bonne pratique, c'est de faire un graphe et de se dire à quoi ça ressemble. Ok, voilà à quoi ça ressemble. J'ai mes deux activités, ma Speakers Activity qui est ma première activité que vous avez vue, et ma Slot Activity qui est la deuxième activité qui va contenir donc le détail du speaker et la liste des slots. Le Speaker Activity, il a un lien vers un Speaker Manager, et le Slot Activity, il a un lien vers un Slot Manager. Juste là, rien de tragique. Le Slot Activity tape aussi sur Speaker Manager parce qu'il a aussi besoin de télécharger le détail du speaker. Les deux tapent sur une API Manager. L'idée de l'API Manager, c'est que ça va wrapper autour tout ce qui va être appel réseau, ce genre de choses. Je prétends pas que c'est l'architecture parfaite, c'est une architecture que je suis amené à rencontrer assez souvent, que ce soit dans des tests que je reçois en entretien ou dans des projets que j'audite. Donc j'ai juste pris ça comme exemple. Je suis sûr qu'il y aura plein de talks très intéressants sur la DroidCon pour vous parler un peu plus d'architecture. Ensuite, cette API Manager elle a un lien vers un converteur qui va nous permettre du coup de transformer du JSON, du proto, whatever, directement. Un HTTP client, qui est donc là pour faire vraiment les requêtes HTTP. Et enfin un event bus. Donc en fait, l'API Manager va poster sur ce bus, et les activités vont écouter sur ce bus. Donc voilà en fait à quoi ressemble le graphe de dépendance de mon application. Maintenant, comment on fait? Et bien en fait, Dagger, tout ce qu'il fait, c'est pas magique, et c'est l'idée aussi de ce talk, c'est de vous démystifier un peu cette partie-là, c'est que tout ce que ça fait une descente de graphe. Donc on va faire exactement la même chose que comme le ferait Dagger, mais en gros on va partir de Speaker Activity, on va dire bon, Speaker Activity, ça a besoin d'un Event Bus et d'un Speaker Manager. Ok, on fait de l'injection de dépenses. Speaker Manager, ça a besoin de l'API Manager. Ok, on fait l'injection de API Manager, ça a besoin des trois. Ok. Maintenant qu'on est arrivé en bas, on est arrivé aux feuilles de notre graphe, on remonte. Slot Activity. Ok, on redescend. Et voilà ce qu'on va faire.
Donc là, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Ça va, vous voyez suffisamment là? Comme je vous disais, si on peut, on privilégie le constructeur. Et comme c'est le framework Android qui est maître de la création de l'instance de l'activité, on ne peut pas directement s'y lier, donc on va injecter directement sur nos fils. Je peux peut-être vous montrer ça. Ça se traduit comment en termes de dépendance? On a un compile qui est là pour être embarqué au compile time, du coup, au compile et donc au runtime. On a un APT qui est de la notation de processing, du coup, pour justement générer le code qu'on va utiliser après. Après ça, c'est des annotations liées à la JSR. Du coup, speaker activity, on était voilà. Donc, on a inject, voilà. Et donc, en fait, maintenant, comme je vous disais, c'est plus à nous de créer nos instances, c'est au framework, donc on peut supprimer ces new. Ensuite, on descend, donc on avait speaker manager. Ok. Speaker manager, il a besoin d'un API manager. Ok. Et donc, nous, on va le mettre dans le constructeur et on va l'injecter. Ça va, c'est clair? On continue la descente. API manager. Ça a besoin d'un client, d'un converteur et d'un bus. On va faire comme ça, voilà. Et du coup, cela, on va se les passer pareil dans notre constructeur et on va la noter avec @inject. Et là, on a fait la descente, on est aux feuilles. Les clients, moi, je ne sais pas, on va me les donner. C'est pas à cet endroit-là que je vais les créer parce que finalement, à cet endroit-là, j'ai pas le besoin de savoir comment les créer et ça ne m'intéresse pas forcément. Ensuite, on remonte, slot activity. Pareil, @inject sur nos objets qu'on a besoin. Et ensuite, on enlève la création des objets. Donc là, on peut voir qu'on a besoin d'un speaker manager, on a aussi besoin d'un slot manager. Donc là, c'est pareil. Oula. Désolé. Là, voilà. Donc là, on a finalement injecté, puisque l'API Manager, on y est déjà passé dessus, donc là, on a tout injecté. Et en fait, vous allez vous rendre compte de qu'est-ce qui nous manque finalement par rapport à mon schéma que Dagger ne connaît pas. Et Dagger, là-dessus, il ne connaît pas deux choses. Il ne connaît pas comment lancer l'injection. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Et il ne connaît pas, en fait, cette partie de feuilles. Il ne sait pas les créer, ces feuilles. Une première solution, ça serait de faire des new qui prennent le constructeur par défaut au compile time. Sauf que ça serait implicite et ça serait un peu de la magie et on ne veut pas de la magie. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est tout simplement, c'est là que le @module et le @provides interviennent, c'est qu'on va lui dire, on va lui expliquer comment faire. Donc une bonne pratique, c'est de le faire dans la classe application. Donc on va faire une classe. Voilà, qui va être une DroidCon module. On va, la noter avec @module. Et là, on va lui fournir nos feuilles. Donc, quand on rappelle notre graphe, il y avait quoi comme, injection? La première chose, c'était donc @provides. La première chose, si je me rappelle bien, c'était un converteur. Bon. Et donc, en fait, là, une bonne pratique, c'est de renommer la méthode qui commence par provide. Donc, on provide aussi un converteur retrofit. Et c'est là où, en fait, on va expliquer comment on crée un converteur. Donc là, moi, je vais utiliser un Jackson converter classique. Voilà. Ensuite, vous devez fournir le bus. Donc comment Dagger sait comment récupérer le bus? C'est facile. Voilà. Et le dernier, c'était le client HTTP. Donc j'utilise la version 1 de Retrofit. Donc on avait encore cette abstraction de client, maintenant donc HTTP par défaut sur la 2. Mais voilà, j'ai encore utilisé la version 1, la version 2 est encore en bêta. Voilà. Donc c'était un client. Par exemple, là déjà on se rend compte que finalement Dagger, ça, le new OK client, new OK HTTP client, il ne pouvait pas le deviner. Hein. Donc c'est pour ça qu'on l'aide là-dessus, c'est qu'on lui dit voilà comment faire nos feuilles. Donc là, on a fini, on a fait notre module, et donc là on lui fournit les feuilles. Donc l'autre idée maintenant, du coup, c'est de créer notre composant. Donc si vous vous rappelez, le composant, c'est ce qui fait le lien entre le @inject et les modules. Donc là, voilà.
Donc pour le composant, ça se passe par une interface. Pardon. Donc ici, il faut qu'on lance l'injection. Donc c'est, comme je vous disais, la dernière partie qui nous reste à faire, c'est les racines. Donc là, ça se passe par, on écrit des méthodes en fait pour pouvoir injecter nos classes. Donc en l'occurrence, nous, on veut pouvoir injecter une speaker activity et on veut pouvoir injecter une slot activity. Voilà. Là maintenant qu'on a tout écrit, il manque juste une petite chose, pardon. Il faut annoter avec add component et on lui donne le bon module, à savoir le DroidCon module. Voilà. Et donc là, en fait, il faut qu'il nous génère du code. Donc la première chose à faire, c'est de compiler. Donc on va compiler, voilà. Et donc là, en fait, la partie annotation processing de Dagger est passée. Donc on peut voir qu'on crache tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait ce lien-là. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir justement créer notre composant. Donc là, Dagger nous a géré une classe qui s'appelle Dagger DroidCon Application _ DroidCon Component. Dessus, on peut faire un create pour le récupérer. On va le mettre en fil de notre application et on va se faire un getter dessus. Voilà. Et donc en fait, pour lancer notre injection ensuite, il faut qu'on vienne dans la classe ici, dans l'activité. On récupère notre application. On récupère son composant. Et on injecte notre activité. On fait pareil pour notre autre activité. Et voilà. Et donc là, en fait, si je relance l'application, voilà, l'application remarche. Et donc là, ça y est, on a migré tout à Dagger 2. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Évidemment, l'exemple est assez simple, hein, mais c'était quand même pas très compliqué quand même à comprendre ce qui se passait et comment ça marchait. Donc là-dessus, maintenant, vous pourriez... Quels sont les avantages de Dagger finalement? Parce que on n'a pas... Voilà. Eh bien, imaginons que, je sais pas, je suis en train de refactorer un truc et j'oublie de mettre le add provide ici. Je relance ma compilation. Et là, en fait, à la compilation, tout de suite, puisqu'en fait, tout est validé à la compilation. La compilation est capable de me dire, avec un message, et donc en fait, le message, ça nous dit explicitement qu'est-ce qui manque, pourquoi ça, où est-ce que ça manque. Donc en fait, on a failé au compile time, donc j'ai pas eu besoin de lancer mon application, voir qu'elle crash, corriger, recompiler, relancer. J'ai gagné au moins une itération de développement. Donc là, on met notre provide. Ensuite, quelque chose d'autre que vous pourriez vous dire, c'est ouais, mais l'API Manager, ça devrait être un singleton finalement. Quand on regarde ton graphe, tu l'utilises qu'une fois. C'est vrai. Et en fait, c'est là où Dagger, du coup, c'est quand même pratique, c'est que on veut que ça soit un singleton, on va sur la classe, on lui donne le singleton, et puis voilà. L'autre chose, c'est qu'on pourrait me dire, oui, ça serait bien que ça soit un singleton aussi. Et ça aussi, finalement. Voilà. Ce qu'il faut savoir avec Dagger, c'est qu'à partir du moment où vous annotez les choses avec un singleton, donc un scope, en fait, il faut aussi le dire au composant. Comme c'est le composant qui va gérer la durée de vie de votre objet, donc le fait que ça soit un singleton et qu'il soit caché, il faut que le composant soit au courant également. Donc vous devez faire le add singleton sur votre objet. Et enfin, là, en tout cas moi j'y vois un gros intérêt aussi avec Dagger, c'est que le fait qu'on ait choisi d'utiliser un converteur Jackson, en fait on a regroupé cette information à un seul endroit. Si demain, je ne sais pas, vous voulez passer à JSON, voilà, et en fait vous avez la modification qui est faite à un seul endroit, qui est regroupée à un seul endroit. Typiquement, Jackson, on peut l'utiliser par exemple, je ne sais pas moi, pour serialiser un objet, pour pouvoir le stocker dans les préférences. Et là en fait, du coup, on pourrait tout changer d'un coup avec une seule ligne, parce que tout a bien été regroupé au même endroit, le module a bien une seule responsabilité, fournir des dépendances. On n'est pas en train de se demander dans toutes les classes en suivant quel est le bon converteur à utiliser. Donc maintenant, si on regardait un petit peu la tête du code, en fait, vous allez voir que là, justement, c'est pas magique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, finalement? On est parti de notre racine. Donc, forcément, Dagger, il fait une descente de graphe. Donc, il commence à écrire les feuilles. Et après, donc, on va partir de la fin de la mission initialize. Bon, on a commencé. Nous, on a commencé par l'activité. C'était un member injector. Ça tombe bien, c'est dans le nom de la variable. On est descendu sur le slot manager. OK. Ensuite, on a fait l'API manager. Toujours bon. Et après, on a les provides, qui sont aussi liés par provides.
Donc en fait, Dagger, il a fait exactement ce que je vous ai expliqué, ce qu'on a fait nous, il n'est pas magique, il a fait sa descente de graphe. Il a recommencé pour l'activité, et puis voilà. Donc en fait, le code généré, c'est du code compréhensible que vous auriez pu écrire vous-même et que vous allez pouvoir vous trouver facilement, parce que finalement, ça représente complètement vos dépendances. Quand on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, donc, on peut voir qu'en fait, souvent, on a des factories. Donc en fait, ces factories, on se demande à quoi elles servent. Et ben, c'est assez facile. Quand on regarde le contenu d'une factory, ben, par exemple, pour injecter au moment... Donc là, j'ai ouvert un member injector, pardon, excusez-moi, je voulais une factory, voilà. Donc si je regarde par exemple la speaker factory, ben, on se rend compte que le constructeur de la speaker factory, il prend un objet qui est un provider, donc quelque chose qui est capable de nous donner un API manager. Il vérifie que c'est nul, et donc ça, il le vérifie déjà, il peut faire des gros asserts, tout simplement parce qu'il est déjà sûr de lui, il a validé son graphe au compile time. Il est sûr que ça peut marcher. Si ça, c'est nul, c'est un vrai bug, mais c'est un bug directement dans Dagger. Et en toute honnêteté, jusqu'à maintenant, je n'en ai pas trouvé. Et donc, ensuite, on a l'API manager, et ensuite, pour récupérer ce speaker manager, on fait un get, et lui, il fait finalement appel à un simple, ce qu'on faisait tout à l'heure, new speaker manager, il utilise le provider, il fait son get. Voilà. Et donc ça, l'idée derrière, en fait, c'est que vous voyez, finalement, Dagger, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, ça, c'était le graphe de tout à l'heure. Si je le relance maintenant, cette classe-là, elle va changer. Et vous voyez qu'en fait, certaines parties... Voilà, pardon. Maintenant, tout ça est wrappé dans un scope provider. Et en fait, le scope provider, c'est la partie qui va vous permettre de gérer votre singleton. Et on pourrait se dire que c'est compliqué. Ben non, en fait, quand vous regardez ce que contient un scope provider, tout simplement, ça contient un get. Et qu'est-ce que fait le get? Il fait un double check locking, qui est donc une bonne pratique de faire un singleton. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Ça encapsule votre singleton. Donc en fait, c'est encore une fois du code que vous auriez dû écrire si vous aviez voulu faire un singleton un peu propre et un petit peu... voilà. C'est vraiment une, on va dire, comment dire, une partie défensive de faire un double check locking. On pourrait juste passer par une instance différente de nul, hein, égale à nul. Mais voilà, donc c'est la partie là. Donc voilà. J'espère que c'est à peu près clair que du coup Dagger c'est quand même pas magique, c'est du code généré que vous pouvez aller lire et c'est quand même vraiment très simple. L'idée maintenant c'est qu'on passe à des problématiques qui sont un peu plus avancées sur Dagger. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. On va parler de scope. Est-ce qu'il y en a qui savent un peu ce que c'est des scopes? Alors moi j'ai essayé de trouver une définition, j'ai eu un peu de mal. Moi j'en suis arrivé à ça, je ne sais pas à quoi vous arrivez. Moi j'arrive à un graphe ou sous-graphe local à durée de vie limitée. Donc à quoi ça sert? En fait, c'est qu'on s'est rendu compte que des fois, on a besoin d'avoir des objets qui ont une durée de vie plus courte que la vie de notre application, mais par contre, qu'on a quand même besoin qu'ils soient cachés. Ils soient cachés, c'est-à-dire qu'on puisse réutiliser toujours la même instance. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme un peu des singletons à durée de vie limitée, avec un scope plus réduit. Et donc en fait, c'est exactement ça à quoi va nous servir Dagger, sur cette partie-là. Voilà, donc là, n'ayez pas peur, c'est un peu un gros schéma, c'est le plus gros de ma slide, promis. Donc, c'est un petit cas pratique, c'est, voilà, on lance notre application. On a démarré une application scope. L'application scope, finalement, c'est le add singleton. Le add singleton, c'est le scope le plus large de Dagger, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est le seul scope aussi qui est providé directement dans Dagger. Ensuite, on a cette application scope. Donc, on démarre notre activité. On a un scope qui est lié à l'activité. Ça, c'est une bonne pratique, tout simplement, d'avoir un scope lié à l'activité, parce que, par exemple, si vous mettez en place une architecture MVP, par exemple, et bien typiquement, votre présenteur, vous allez pouvoir vous l'injecter. Et si vous injectez votre présenteur, il est sur le scope de votre activité. Une fois que votre activité est garbage collectée, vous voulez que votre présenteur part avec elle. On se log. Et là, on a un user scope qui se démarre. À partir du moment où j'ai un... En fait, typiquement, ici, j'aurais stocké un user manager qui manage un peu tout ce qui est lié à mon user au sein de mon application. Et bien du coup, il est démarré au moment où il est logué. Avant, il n'existait pas. Parce que celui-là, il est user scopé. Sa durée de vie, ça va être le temps d'une connexion d'un user. Il fait des petites choses toujours liées, voilà, il arrive sur une liste, il fait du détail, un master detail classique. Il se déconnecte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la déconnexion, le composant va être garbage collecté, et il va emmener avec lui toutes ses dépendances, à savoir le user scope, etc. Donc en fait, votre objet user manager qui est en user scope, il a comme durée de vie uniquement le temps où le user est logué. Et ça, c'est assez pratique. Pourquoi? Parce que si vous n'aviez pas eu ça, vous auriez mis un singleton classique, vous auriez remis votre user à nul, du coup vous auriez eu des nuls à gérer, vous seriez pris des null pointer exception, des choses comme ça plus tard avec des petits bugs. Mais là, en fait, on est sûr que quand on a un user logué, on a un user manager qui est associé au user, quand il est plus logué,
Tout est parti parce que justement tout était scopé. On se relogue, et ben on a un nouveau user scope qui est élevé et qui est géré. Les scopes, pour ceux qui faisaient un peu de Dagger 1, c'est en fait c'est l'équivalent de plus en Dagger 1, c'est la méthode plus. Voilà. C'est à peu près clair? Ouais. Donc voilà quelques exemples. Donc le singleton, comme je vous disais, c'est lié au temps de vie de l'application, c'est le scope le plus élevé, c'est le seul qui est fourni dans Dagger 2. On pourrait faire un scope par activité, on pourrait faire un scope par user, et on pourrait très bien faire sur une problématique un peu plus back-end, faire une problématique par request. Typiquement, à partir du moment où votre serveur reçoit une request, on va avoir un objet qui est lié à cette request-là, qui a besoin d'être caché tout le long du traitement de cette request. Une fois qu'il a été géré, la request est finie, le composant lié à la request est garbage collecté, tout ce qui est lié à cette request est garbage collecté avec, on a enlevé la mémoire et du coup est beaucoup plus clean. Ça se donne quoi en API? En fait, en API, tout ce qu'il y a besoin d'écrire, c'est de créer une annotation. Donc ça se passe par un interface, je pense que je vous apprends rien. Et du coup, par exemple, ici, c'était pour le user scope. Voilà. Et donc, une chose à faire, c'est ne pas oublier d'annoter le composant. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu besoin d'annoter le composant à 4 singletons, tout simplement parce que, vu que c'est le composant qui va gérer toute cette partie de scope, il a besoin de savoir qu'il est capable de gérer tel scope. Et donc, voilà. Donc, il ne faut pas oublier d'annoter ce composant. Donc, en conclusion sur les scopes, pour moi, c'est un vrai gros plus de Dagger, mais vraiment un gros plus. Tout simplement parce que déjà, on va avoir un graphe qui est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on a notre graphe principal qui est lié à notre application, et on a des sous-graphes qui sont liés à nos sous-scopes. Et donc là, on est quand même vraiment sur quelque chose de clair et de facile à comprendre. En termes de mémoire, du coup, comme c'est garbage collecté, on est sûr que ce qu'on utilise en mémoire à ce moment-là, c'est forcément ce qu'on a besoin. On n'en a pas plus, on n'en a pas moins. Et enfin, ça fait un peu une meilleure modélisation. Moi, pour l'avoir fait, c'est quand même vachement pratique, tout simplement parce que quand vous arrivez sur votre application, vous la présentez à un nouveau développeur qui arrive dans votre équipe, vous lui dites, voilà, là, tu as un user manager, il a une durée de vie user scope. Ok, et donc du coup, il va retomber sur un autre composant, un autre bin, il va se dire, ah, user scope, du coup, il peut vivre autant que user. En fait, ça modélise mieux la notion de temps de vie dans votre application de vos bins, et c'est vrai que sans ça, il n'y a pas vraiment moyen de le faire jusque-là. Voilà. Une autre problématique intéressante, du coup, maintenant, c'est le lazy. Donc, le lazy, je ne l'utilise pas tous les jours, voire très rarement, voire quasiment jamais, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Donc le lazy, le but c'est de déplacer l'initialisation de l'objet à sa première utilisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, typiquement un cas de figure, c'est vous avez un gros objet que vous utilisez, qui est lié à une feature qui est utilisée mais quasiment jamais dans votre application, c'est un peu un bouton caché, des choses comme ça. Vous n'avez peut-être pas besoin que cet objet-là soit toujours levé, il soit toujours gardé. Mais ce que vous faites, c'est que du coup vous le wrappez autour d'un lazy, vous l'injectez, ça marche toujours pareil, et en fait après l'utilisation, vous allez pouvoir faire un get sur ce lazy pour récupérer la vraie instance. Et en fait du coup, cette injection elle va être faite du coup au point get, elle ne sera pas faite avant. Donc en fait, vous allez pouvoir du coup utiliser votre objet uniquement dans le cas de figure. Pour essentiellement, voilà, un bouton qui est cliqué une fois sur 1000 qui utilise une feature, vous n'avez pas besoin d'injecter à chaque fois cette instance-là qui est finalement en trop. Elle sera utile que quand on en a besoin. L'autre, c'est le named. Donc le name, c'est de l'injection par chaîne de caractères. La seule contrainte, c'est qu'il faut un seul qualifier par dépendance. Donc ça se présente comment? Donc moi, le meilleur exemple que j'ai trouvé pour présenter ça, c'est vous avez des chars de préférence. Vous pouvez tout mettre dans un seul fichier de chars de préférence, ou une autre solution, c'est de pouvoir découper à vos préférences. Vous allez avoir des préférences liées à votre utilisateur, vous allez avoir des préférences liées à votre application. Par contre, le problème, c'est que ça partage le même type finalement. Les deux sont des chars de préférence. Comme les deux sont des chars de préférence, et que Dagger est basé par type jusque-là, comment il sait quelle instance nous donner? En fait, là, ça passe par le @named. Donc au moment du provide, on fournit un nom, ici userpref et apppref par exemple, et en fait, à l'utilisation, du coup, on reprécise ce nom, avec un @name toujours. Et en fait, grâce à ça, il va savoir quelle instance du char de préférence nous donner, basée sur du coup ce string de valeur. Voilà pour le @name, pardon, excusez-moi. Du coup, maintenant c'est les tests, donc j'entends toujours se tester, c'est douter, donc du coup je suis pas d'accord, du coup il fallait que je le marque. Donc tester c'est pas douter, mais par contre il faut tester des trucs intelligents. Voilà. Souvent on me dit oui je teste que mon injection de dépendance marche bien. Avec Dagger 2 il n'y a vraiment pas besoin, c'est vraiment inutile, tout simplement parce que si ça compile ça marche. Comme tout a été validé à la validation au graphe, donc au compile time, si ça compile, c'est que votre graphe est valide, il va faire ce que vous voulez, et donc il n'y a pas de raison de tester unitairement, je parle, et vraiment uniquement tester unitairement votre injection de dépendance. Tester que par exemple, cette valeur-là est bien injectée à tel moment.
Ça, si ça a été validé au compile time, on est sûr que c'est bon. Pour les tests unitaires, j'entendais aussi souvent, ouais, ça change des choses, c'est un peu plus complexe. Pareil, c'est pas vrai. Voilà une classe API Manager, un peu, donc celle de tout à l'heure, hein, avec donc un event bus, un API par exemple. Ben, votre test unitaire, il va ressembler à la même chose. Hein. Vous allez l'associer avec mon runRease et votre Mockito Runner. Vous allez faire vos mocks, et vous allez vous les injecter vos mocks, et puis vous allez faire votre test unitaire de la même façon que vous faisiez avant, il n'y a aucun souci. Au contraire, ça va être plus facile. Tout simplement parce qu'en fait, du coup, vous avez bien déplacé vos dépendances, donc vous allez vraiment bien utiliser uniquement ce que fait votre classe. Vous n'allez pas avoir à vous trimballer toute la logique de ah oui, il faut que le new, il est dans le constructeur, du coup, il faut que je récupère cette valeur-là, comment je peux la moquer, c'est compliqué, je passe par un get. Voilà. Là, en fait, du coup, comme tous les paramètres sont dans le constructeur, vous vous donnez ce que vous avez besoin, et puis voilà. Et après, il y a les tests fonctionnels. Alors, les tests fonctionnels, moi, ce que j'entends par test fonctionnel, c'est que souvent, ce que je fais, c'est que donc j'ai des tests purement unitaires, et j'ai des tests fonctionnels qui vont tester des parcours utilisateurs, souvent les parcours utilisateurs critiques. Pour ça, la plupart du temps, j'utilise Espresso. Et donc l'idée derrière, c'est que qu'est-ce que je veux faire en test fonctionnel? Je ne veux pas être dépendant du serveur. Tout simplement parce que mes tests fonctionnels, je veux qu'ils puissent tourner quand le serveur est down ou avec mon jeu de données à moi, ce genre de choses. La plupart du temps, sur tous mes projets, j'ai quasiment retrofit. Donc en fait, j'ai cette interface qui représente mon API distante. Et ce que je fais, c'est que j'implémente cette interface dans une classe à moi, qui est soit écrit des objets en dur et les renvoie, soit est backupé par des JSON qui sont stockés dans les assets pour me renvoyer la bonne version et du coup justement je sais pas, récupérer, du coup bien tester que la serialisation en JSON, tout ça marche bien. Et ben, du coup pour faire ça en Dagger 1 c'était plutôt facile, hein, fallait juste overloader le module et puis on avait fini. Et bien en fait, en Dagger 2, j'ai pas trouvé de bonne solution et je suis prêt à en discuter avec vous s'il y en a qui en ont mieux que moi. La première solution que j'ai trouvée, c'est de passer par le build variant. Alors je vais peut-être juste... Pourquoi on a ce problème-là? C'est parce qu'en fait, comme tout est fait au compile time, on n'a aucune notion de runtime dans Dagger 2, du coup on n'a aucune notion de HO. Donc HO, je ne vais pas pouvoir aller remplacer ma dépendance par une dépendance à moi qui va faire ce que je veux. Donc c'est ça qui est problématique. Donc moi les trois solutions que j'ai trouvées jusque-là, c'est le build variant. Donc super. Donc le build variant, c'est sur l'Android Gradle plugin. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est vous avez votre Android test, ok. Et ben là-dessus, vous écrivez le même module que vous utilisez avant, avec la même signature de classe. C'est celui-ci qui va être pris, et donc vous allez pouvoir du coup récupérer les bons objets et pouvoir changer les objets que vous voulez vous injecter. Ça marche bien. Le problème, c'est que vous allez du coup devoir redonner des dépendances que vous avez déjà données et qui n'ont pas changé par rapport aux autres. Donc c'est quand même pas idéal. Ensuite, on pourrait faire du mock de module. Donc on mock notre module et on renvoie ce qu'on veut à la place. Ça c'est pareil, c'est une solution. Travailler sur des mocks en test fonctionnel, c'est pour moi à éviter. Je préfère pas avoir la magie des mocks et travailler sur des objets concrets qui marchent bien. Donc encore une fois, pas top. Et la dernière, c'est dupliquer les configurations. Donc savoir avoir un test component et un component, avoir un test module et un module, avoir un test application et une application. Là c'est pareil, on réécrit beaucoup de choses et c'est un peu plus difficile à maintenir. Donc en fait, tout ça vient du problème en fait que si vous voulez, comme Dagger est vraiment tout au compile time, ben, on a moins de souplesse sur la partie changement à chaud, ce genre de choses. Voilà. Et voilà, du coup c'est la conclusion. Pour la conclusion, ce que je peux dire juste, c'est que Dagger c'est puissant. L'utilisation est vraiment simple et on peut être, on peut avoir envie de le mettre à toutes les sauces et tout le temps. La première chose, c'est de bien voir à quoi ressemble votre graphe, comment il marche, quels besoins vous avez dessus. Et mettre Dagger sur 2 activités et 3 classes, comme j'ai fait, ça ne sert à rien. C'est pas utile. Vous avez besoin, en fait, si vous voulez, d'injection de dépendance quand vous arrivez à un moment dans votre application où vous avez beaucoup trop de complexité, à savoir quelle instance vous avez besoin, comment la récupérer. Voilà. À partir du moment où vous avez besoin de complexité et vous sentez que c'est lourd, dans ce cas-là, peut-être passer à Dagger, faire un point en moins sur vos dépendances, etc. Faire ce graphe que j'ai fait, ça peut vous aider, ça prend un petit peu de temps, on va pas se mentir, mais par contre ça peut vous aider à mieux modéliser votre application et donc mieux vous rendre compte de ce que vous avez besoin, et voilà. Après, si vous voulez bénéficier des scopes, je vous y encourage aussi. Donc, voilà. Donc Dagger 2, c'est vraiment une bonne solution et à utiliser donc avec pragmatisme, mais à utiliser. Merci.
Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Ah, il y en a une au fond. Là-bas. Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Ouais, alors je suis pas trop pour injecter le contexte de l'activité. Par contre, le contexte de l'application, ça peut être une bonne chose. Avoir tout simplement s'injecter dans vos classes. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure ce que je fais là avec Dagger. Je fais un Recon application.app pour récupérer l'application parce que du coup, comme on est sûr que c'est un singleton, c'est une bonne pratique. J'aurais très bien pu me faire un at-inject en fait. Là-dessus, sur d'autres objets, si par exemple mon API manager a besoin d'un contexte, de manière générale, il va avoir besoin du contexte de l'application, donc je vais pouvoir passer par l'injection du contexte de l'application. Injecter le contexte d'une activité, c'est déjà un peu plus risqué, on va dire. Et pour l'instant, j'ai jamais eu besoin de le faire. Pour l'instant, je fais de l'injection mais de contexte, mais que le contexte de l'application. Ok, merci. Problème de compatibilité connu avec d'autres systèmes d'annotation type Android Annotation, Parceller ou ce genre de choses qu'on peut utiliser conjointement avec Dagger. Ouais, Android Annotation et avec Dagger en même temps, ça a peu d'intérêt tout simplement parce que Android Annotation gère déjà toute la partie dependency injection. Donc là, autant rester avec le framework que tu choisis. Pour la partie APT, c'est toute la partie annotation processing, en fait, c'est vraiment au développeur de la librairie de faire en sorte qu'elle n'a pas d'impact sur les autres. À ma connaissance, non. Mais je ne suis pas entré dans le cas, j'utilise le truc de Parcelab déjà, et j'ai pas eu ce problème-là. Donc normalement, puis je pense que c'est des personnes qu'on connaît bien qui les font, c'est en tout cas Dagger, et je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de risque en tout cas. Merci. Bah, merci. Ah, encore une question, pardon. Bonjour. Dans quel cas on peut utiliser le add subcomponent? Alors le add subcomponent, alors tout simplement quand on veut en fait faire de la composition de graphes, il me semble. Donc le add subcomponent, son idée tout simplement, c'est de pouvoir en fait avoir un component qui dépend de sous-composants. Donc en fait, tu vas écrire ton add subcomponent qui va être par exemple une partie commune à deux composants qui sont au-dessus et que tu as besoin. Voilà, moi c'est comme ça que j'utilise pour l'instant. Voilà. Sauf si... Toi aussi? Bon. Voilà. Encore une question, je crois. Bonjour, tu as parlé de l'injection pour les activités. Comment ça se passe pour les fragments où ils ont un cycle de vie un peu... De la même façon, en fait, si tu veux, tu ne le feras pas dans la même méthode, ou encore que tu peux, je pense, aussi le faire le onCreate. Et après, tout simplement, dans ton composant sur lequel tu vas injecter du coup ton fragment, tu vas faire la même méthode que j'avais créée tout à l'heure. Voilà, et en fait, tu pourrais très bien faire inject myFragment. Voilà. Et donc là, ça va se passer de la même façon. Il faut juste le faire au moment où tu en as besoin, donc typiquement dans les méthodes en début de cycle de vie, onCreate, des choses comme ça. Voilà. Et ça ne change pas par rapport à Dagger 1, je ne sais pas si tu l'utilisais, mais Dagger 1 c'était pareil, hein, tu pouvais injecter, tu peux aussi t'injecter des vues, tout est injectable. Quand tu utilises les scopes, les sous-scopes, comment tu fais dans ton application pour dire que quand tu as ton user manager, que tu as un user scope, que tu supprimes tout en fait? En fait, ça va se faire tout simplement par le composant en fait. À partir du moment où plus rien n'aura de lien sur ton composant va être garbage collecté et tout va partir avec. Voilà. C'est par le garbage collecting, on ne peut plus classique. Je te conseille juste d'essayer, tu verras, tu mets add user scope sur ton truc, et tu vois, et à partir du moment où en fait ce composant-là du coup n'est plus utilisé, ben voilà, il n'y a pas de souci. Très bien, ben, je vous remercie. Merci beaucoup.